Notre peuple s'est dispersé, comme les étoiles dans la galaxie. Que sommes-nous? Pourquoi nous battons-nous? Pour être un Mandalorien, il ne suffit pas de savoir se battre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la watchlist de Spoilers. Ici c'est HP et je suis avec Guillaume. Nouvelle watchlist, notre format court dédié aux sorties récentes de séries est consacré aujourd'hui à la saison 3 de The Mandalorian et aux autres séries Star Wars sur Disney+, à l'occasion de la diffusion d'Ahsoka. Produite et diffusée sur Disney+ depuis 2019, The Mandalorian, c'est la première série live-action dans l'univers de Star Wars et elle a été créée par Jon Favreau, le gars sûr de Disney quand il s'agit de lancer de nouveaux projets, et Dave Filoni, créateur des séries The Clone Wars et Rebels. Guillaume, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 3 ? Bon, Star Wars en série, ça a été un petit peu malmené quand même ces dernières années, mine de rien, ça devait être un des fers de lance de la plateforme Disney+, avec justement The Mandalorian, qui a... quand même, je pense, réussi à convaincre pas mal de gens. Il y a beaucoup de gens déçus des films qui se sont trouvés avec The Mandalorian une nouvelle exploration de l'univers qui, pour eux, était assez qualitative. Et nous, on en avait parlé à l'époque dans un hors-série avec Thibaut Claudel, toujours disponible. Et bon, moi, j'étais convaincu sans plus, dans le sens où ce n'était pas le House of Cards de Netflix ou, je sais pas, le For All Mankind de Apple TV, on va dire, c'est-à-dire cette espèce de grande série très qualitative, très écrite, qui allait nous embarquer, qui allait un petit peu donner ses lettres de noblesse en série à la saga Star Wars. Bon, il y avait eu des séries d'animation, évidemment, qui avaient été acclamées comme The Clone Wars ou Rebels, mais ça restait des séries qui n'étaient pas vues par tout le monde de par leur côté animé, en fait. Et moi, je suis grand fan de Dave Filoni, du coup, qui est un petit peu à la tête de ces séries animées depuis plusieurs années maintenant, depuis 10 ans, je pense. Un transfuge de la série Avatar Last Airbender, donc voilà, c'était plutôt quelqu'un qui savait comment gérer une série animée. Comme je l'ai dit, depuis, ça a été un petit peu compliqué. On a eu une saison 2 de The Mandalorian qui était assez oubliable, même si qui commençait à ramener des éléments justement de Rebels et du lore étendu de Star Wars et du lore de Dave Filoni. Et ensuite, ça a été Boba Fett qui est arrivé, qui avait quand même cette spécificité de présenter en son sein 2 épisodes de The Mandalorian, donc très épatants, et en plus des épisodes qui étaient hyper importants pour l'histoire, c'est-à-dire que si on ne regardait pas ces épisodes, enfin si on regarde pas ces épisodes, ce qui se passe à la fin de la saison 2 de The Mandalorian et ce qui se passe au début de la saison 3 de The Mandalorian n'a aucun sens, quoi. Vraiment, il y a vraiment un énorme gap qui se passe, et pour ça il faut regarder une série qui a priori n'est pas du tout sur ce personnage. C'était voilà une déception, on commençait à se dire ok, on voit un petit peu les ficelles d'une pauvre écriture, on va dire, et rattrapé tout juste par des effets spéciaux sympathiques. On a eu la chance d'avoir à côté, pour relever un petit peu la barre, Andor, qui pour le coup a été vraiment une série qui a été acclamée. Alors bizarrement, on a souvent dit que c'était la série à regarder pour ceux qui n'étaient pas fans de Star Wars, tellement il y avait vraiment ce côté c'est presque trop bien pour être du Star Wars, ou qu'en tout cas il y avait un côté très SF mais qui n'était pas forcément ultra marqué Star Wars, où là effectivement on a une série qui creuse ses personnages, il y a vraiment une écriture, quoi, au-delà du lore, au-delà des caméos, au-delà des clins d'œil au film, à la trame narrative que tout le monde connaît, à la mythologie Star Wars. On a des personnages qui vivent, qui ont des motivations et qui avancent d'épisode en épisode avec ces petits arcs de 3 épisodes qui ont eu un début, un milieu, une fin, et qui est une structure qui est assez intéressante. En parallèle de ça, moi j'ai beaucoup apprécié la série d'animation qui a pris la relève de The Clone Wars, qui s'appelle The Bad Batch. Voilà, j'en ferai pas des caisses dessus, mais je trouve globalement que c'est une série qui fait tout ce que The Mandalorian ne fait pas, c'est-à-dire que certes, la série ne propose pas forcément une trame narrative incroyable, il y a vraiment des épisodes filler qui sont pas très intéressants, où les personnages principaux en gros vivent une aventure fermée qui n'est pas forcément palpitante, mais ils ont vraiment réussi à écrire ces personnages, écrire ce groupe de clones que l'on suit entre la transition au début de l'émergence de l'Empire, et donc où les clones que l'on connaît depuis les films sont devenus obsolètes et seront remplacés par les Stormtroopers. Je m'arrête là, je vais pas faire trop de lore pour les gens qui sont pas familiers avec Star Wars, mais il y avait vraiment un truc à faire avec ces personnages, et ils l'ont fait, et c'est hyper intéressant, et la série va se conclure l'année prochaine ou dans 2 ans avec une dernière saison. Et donc The Mandalorian saison 3. Combien d'épisodes déjà, s'il te plaît, pour cette saison 3 ? Alors c'est 9 épisodes, 9 ou 8 épisodes,
épisodes. Donc pas si long, pour faire simple. Pas si long. Des épisodes en plus d'une durée qui est très variable. Tous les épisodes ont une durée qui est différente, ce qui est assez perturbant en fait, parce que quelque part on peut presque commencer par là en se demandant ce que la série veut être à travers son format, quoi. Parce que en fait, on va vraiment passer d'épisodes de 30 minutes à d'épisodes d'1 heure et sans logique particulière, et je sais vraiment pas. Ah oui, c'est même pas des différences de quelques minutes, quoi. C'est enfin de quelques dizaines de minutes. C'est vraiment. Je serais assez intéressé pour savoir d'où vient en fait cette logique, c'est-à-dire est-ce que c'est Jon Favreau et Filoni qui, en écrivant les choses, calquent ça, est-ce que c'est les réalisateurs, parce que Star Wars a quand même aussi cette petite recette, on va dire, depuis du coup The Mandalorian, et qui vont répéter un peu dans le futur de faire venir des réalisatrices un peu stars pour un peu attirer le chaland sur tel et tel épisode. Est-ce que c'est eux qui décident un peu de cette durée-là? Je pense à vérifier, mais que c'est un truc qui est lié au streaming. Moi, la première fois que je me souviens d'une série qui faisait vraiment ça. Alors, il y a toujours eu des séries qui faisaient, par exemple, des séries de 45 minutes qui faisaient des épisodes d'1 heure ou d'1 heure et demie pour un final ou quelque chose comme ça. Mais avec le streaming, en fait, comme t'es plus lié par les coupures pub et par les annonceurs, techniquement, tu peux faire un épisode de la durée que tu veux. Donc tu peux te permettre ça. Moi je me souviens que Mindhunter avait fait ça. Alors je sais plus dans la saison 1 ou la saison 2, il y avait un épisode qui était beaucoup plus court que les autres. C'est peut-être genre 25 minutes, une demi-heure, quoi. Enfin, où il y avait au moins 10 minutes de différence avec le format habituel. Mais c'était voulu, je crois, narrativement. Enfin, je veux dire, il y avait une surprise, je crois, justement. Voilà, dans l'absolu, finalement, tu dis ça pourrait être intéressant de se dire, en gros, quand ils commencent leur épisode, ils savent pas combien de temps ça va durer, ils font, l'épisode va dicter lui-même, ouais, effectivement, la longueur qu'il aura in fine, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un des avantages du streaming, mais faut voir si, justement, on se rend pas compte que les restrictions et les contraintes qu'on avait à la télévision, en fait, on avait pas du bon aussi, finalement. Enfin, il y a plein de séries où même la saison 1 dans son entièreté, il y a plein de tests techniques, tout ce que tu veux. La saison 3, et est-ce que c'est pas une mauvaise idée aussi de tester, d'expérimenter sur Mandalorian? Mandalorian aurait pu être un truc, on arrive avec ça, on va tous vous mettre d'accord et on va tous vous faire taire ceux qui disaient que ça allait être nul. Et derrière, avec, comme tu dis, après ils l'ont un peu fait, Bad Batch, il y a des tentatives, pardon, qui ont été faites, Star Wars Vision aussi, l'espèce de what if de Star Wars, quoi. Ça expérimente quand même, cela dit. Mais c'est vrai que la série principale devrait être carrée, léchée, et pas du tout, quoi. De ce que tu nous dis, en tout cas. Est-ce que tu as pris du plaisir quand même dans cette saison 3, ou t'as regardé parce que c'est Star Wars et parce que tu kiffes Star Wars? Oui, clairement, je suis toujours parce que c'est Star Wars et que j'aime cet univers, j'aime ses designs, j'aime ses concepts, et puis voilà, c'est une petite partie de mon imaginaire, évidemment, comme beaucoup de gens. Comme tu le dis, en fait, Mandalorian, le problème, c'est que c'est un projet qui, moi, de mon point de vue, est un laboratoire à plein de niveaux. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à le voir comme... en tout cas, cette saison 3 a vraiment enfoncé le clou pour moi d'une difficulté à voir la série comme une série, en fait, quoi. Parce que, en fait, mon sentiment, pour résumer mon visionnage de cette saison 3, j'ai eu l'impression de voir une série qui pourrait être vraiment sympa, ou en tout cas une histoire qui pourrait être vraiment sympa, peut-être, pourquoi pas un film, enfin peu importe le support, mais en version soit accélérée, soit très résumée, quoi. Et c'est-à-dire que comme si tu regardais quelque chose et que tout d'un coup le rythme ralentissait pour te faire un focus et un zoom sur une partie qui était intéressante et qui est bien souvent une partie où il y a de l'action, où il y a des effets spéciaux un petit peu plus chiadés, où on essaye de créer de l'iconisation autour des personnages. Ça marche bien. C'est vrai que les deux héros, on va dire, de Mandalorian, Din Djarin et Grogu, ex-bébé Yoda, sont devenus quand même assez iconique dans l'univers Star Wars. Ils ont bien réussi ce truc-là, même tout ce qui tourne autour des Mandaloriens, de la culture Mandalorian qu'on va beaucoup creuser dans cette saison 3, ça fonctionne bien, mais tout le reste, c'est-à-dire en gros ce qui fait l'attrait d'une série, quoi, c'est-à-dire les enjeux, les rebondissements, le fait d'avoir peur pour les personnages, le fait d'avoir des émotions. The Mandalorian, c'est quand même l'histoire d'une personne qui va petit à petit prendre un orphelin, on va dire, sous sa coupe, et il va y avoir une relation qui va se créer entre eux, etc. Donc on va dire que dans plein d'autres cas, on aurait de l'émotion de cette situation. Et on aurait peur pour l'un, pour l'autre, on aurait des moments
plus triste, plus émouvant, plus voilà, bref. Et ça, Mandalorian le fait très très peu et mal, et vraiment avec énormément de facilité scénaristique, énormément de choses qui se résolvent en un aller-retour dans un endroit clos. Enfin, il y a en termes de géographie, c'est vraiment, il se passe des choses qui sont un peu compliquées parce que tu sens qu'en termes de décor, ils sont un petit peu restreints. Bref, moi je sens de plus en plus les limitations techniques. Du coup, j'ai été assez déçu de cette saison 3. Alors oui, il y a des concepts cool. Oui, on te fait du teasing de choses et on te ramène des trucs intéressants, et il y a notamment l'épisode 3, si je me trompe pas, qui tout d'un coup va complètement dézoomer va arrêter de se fixer sur le Mandalorian pour aller chercher un autre personnage très secondaire, et va raconter un peu son histoire à lui, qui est justement un ancien impérial, et un peu suivre la réinsertion d'un mec qui globalement était un méchant avant, était une sorte de collaborateur dans un monde post-guerre en fait, hein. Donc on peut faire complètement le parallèle avec ce qui s'est passé après n'importe quelle guerre mondiale, et ça c'était hyper intéressant parce qu'il y avait des choses et des dynamiques qui se mettaient en place avec le regard des autres, le côté très administratif qui se met en place après un changement de régime, et de montrer que finalement il y a aussi des lourdeurs et que tout n'est jamais aussi blanc ou noir qu'on le pense, mais c'était un épisode quoi, et derrière on a enchaîné les poncifs, on a enchaîné les facilités scénaristiques, et aujourd'hui The Mandalorian est une série qui est agréable à regarder si on n'a pas trop envie de se prendre la tête et qu'on aime les jolies images. Mais j'avoue avoir levé les yeux au ciel plus d'une fois en regardant les épisodes, et franchement je suis bon public, ça m'arrive quand même pas souvent, donc pour moi ça sera quand même une déception cette saison 3. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle se conclut en plus d'une manière qui pourrait conclure la série. Il y a cet effet waouh un peu comme la fin de la saison 2 ou pas? Qui est voulu en tout cas. Est-ce que l'effet marche, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a un truc genre Ouais. Fin de la saison 2, moi j'avais beaucoup, moi gros fanboy, enfin pas fanboy justement, un peu, moi ça me va très bien, faites-moi du fanservice Star Wars, ça me va très bien, j'ai pas du tout envie je suis pas là pour rester quoi si tu veux, et du coup cet effet waouh fin de saison 2 m'avait marqué, hein, je l'avoue. Est-ce que là t'avais un peu le même effet Pas du tout. On est vraiment sur la clôture des arcs en cours. Globalement, c'est ça qui est presque aussi décevant, c'est que ça va vite pour certaines choses, un peu trop vite même. Si ça continue, parce que... Alors si, je crois que Jon Favreau a annoncé que la saison 4 était déjà écrite, donc il y a une suite. Mais en tout cas, ça pourrait complètement s'arrêter là. En tout cas, on sent que les enjeux qui étaient ceux de la série jusqu'à présent vont pouvoir être un peu rebattus, et on va un peu repartir d'un nouveau statu quo avec la saison 4, et vraiment, j'imagine, laisser un peu tout ce qui a été au cœur des 3 premières saisons, quoi. Sachant que, et je conclurai un petit peu là-dessus, donc il y a eu récemment la Star Wars Celebration, où justement il y a eu des annonces de séries Star Wars à venir, plein de choses, des séries plutôt jeunesse, comme par exemple Skeleton Crew, qui va être un petit peu, en tout cas sur le papier, c'est résumé comme ça, est-ce que ça sera vraiment le cas, mais ils veulent essayer de faire l'espèce de Stranger Things de Star Wars avec un casque de Dark Vador, non pas du tout, un cast de quatre jeunes enfants, c'est ça, mais il y a quand même Jude Law qui se balade pas loin, donc il y a quand même la caution un petit peu acteur bankable. The Acolyte qui reviendra très très loin dans le passé, et qui est peut-être la plus intéressante, avec notamment en tête d'affiche Daphne Keane, là, qu'on a pu voir récemment dans His Dark Material. Donc c'est sa prochaine série, qui jouait le personnage de Lyra, et la série Ahsoka qui sera la prochaine série à arriver sur Disney+ en août, qui est donc là complètement l'émanation du Dave Filoniverse. C'est un peu censé être le sauveur la sauveuse du coup, en l'occurrence. C'est plus d'excuses quoi. Tout le monde dit oui mais c'est la faute de Jon Favreau si c'est nul. Là Dave, attention quoi. Ce qui, au vu de ce que The Mandalorian n'est pas du tout rassurant en vrai, et donc la série est évidemment attendue, et en fait ce qui se dessine aujourd'hui, et notamment avec la saison 3 aussi de The Mandalorian, et qu'on voit un petit peu en filigrane, c'est en fait une espèce d'adaptation de roman qui avait été fait après la trilogie originale à l'époque, qui est des romans de Timothy Zahn, qui s'appelle L'héritier de l'Empire, et qui introduit un personnage qui est hyper important et qui était présent dans Rebels, qui est le Grand Amiral Thrawn, qui est un méchant hyper emblématique parce que très intelligent, stratège, etc., pas du tout dans l'action,
Et en fait, on est en train de s'acheminer vers une espèce de truc un peu à la MCU où plusieurs séries vont se croiser, se rassembler et même culminer a priori dans un film. Pour le cinéma ou pour Disney+, on sait pas encore. Mais en tout cas, pour ce qui est vraiment de l'univers série Star Wars, ça va être un peu ça le point final, on va dire, je pense, du travail qui est en cours. Et c'est vrai que vu comme ça, tu te dis, ok, je comprends le projet un peu plus avec cette finalité-là, parce que sinon, si c'était vraiment juste pour faire une série The Mandalorian avec l'idée de faire un personnage fort et une histoire à raconter, bah, pour l'instant, à l'issue de cette saison 3, moi, je suis vraiment pas convaincu, quoi. Je te trouve très optimiste là-dessus, mais j'ai l'impression qu'ils savent tout simplement pas où ils vont. Voilà. Un bilan plus que mitigé, Guillaume, sur Mando. C'est marrant parce qu'on parlait justement des réalisateurs et réalisatrices de séries dans notre dernier épisode. Dans The Mandalorian, on a potentiellement des gens qui connaissent leur métier. Mais là, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ramener des gens qui savent faire des séries sur les séries Star Wars, quoi. Et Andor, en fait, a déjà un peu plus de ça dans son ADN et ça se ressent, tout bêtement. Donc voilà, quoi. Très bien. Bon, bah merci Guillaume pour ce point. J'espère que Dave Filoni et Favreau ne nous écoutent pas parce que là, ça va arriver dans les brocards chez Disney. En attendant, si vous aimez Star Wars en live action, on ne peut que vous conseiller à nouveau de regarder Andor qui devrait revenir sur Disney+ en 2024. Et nous, on croise les doigts pour avoir un avis enthousiaste sur Ahsoka dans une prochaine watchlist. Merci à toutes et à tous de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers sur votre fournisseur de podcast préféré et à nous mettre 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire si vous en avez l'envie. C'est clairement la meilleure manière de nous soutenir actuellement. Et merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et à bientôt pour de nouvelles watchlists. Bonus. Trax.